Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du jeudi 22 mai 2025. Dans les actualités de ce jour, le développement du nord de l'île, notamment les régions Sava et Diana, a été au centre du Conseil des ministres spécial qui s'est tenu à Nouzbé cet après-midi. Les travaux réalisés ont été passés en revue, notamment les travaux de réhabilitation des routes à Nouzbé. Les projets à venir ont également été définis, parmi ceux-là l'accès à l'énergie et à l'eau potable, la construction de diverses infrastructures ainsi que le développement des secteurs agricoles. Durant cette visite des autorités gouvernementales à Nouzbé, plusieurs infrastructures seront inaugurées et différents travaux et défis seront lancés. Miroulat Sferen est également sur place. Le Conseil des ministres de cette semaine s'est tenu à Nouzbé, à Nousmanitch. Le président Anjradzuel a mis en avant l'achèvement des infrastructures routières à travers toute l'île de Nouzbé. Ces routes représentent à la fois un axe touristique important et un levier de développement pour l'île. En outre, l'installation de sources d'énergie renouvelables figure parmi les priorités pour Nouzbé. À l'occasion du passage de la délégation à Nouzbé, plusieurs infrastructures seront inaugurées, à savoir des écoles, la réhabilitation et l'équipement de l'hôpital, 80 logements sociaux ainsi que la mise en place d'une nouvelle ville à Madurkil. Comme pour les précédents conseils des ministres décentralisés organisés dans d'autres régions, celui-ci est aussi axé sur le développement, en particulier de la partie nord du pays. Les régions de Diana et de Sava ont été au cœur des discussions. Divers projets et programmes dans plusieurs domaines ont été validés et approuvés par le Conseil des ministres. Concernant la région de Diana, il est notamment question d'améliorer l'accès à l'eau potable pour Nouzbé et Ansranan. Le président Anjradzuel a annoncé un investissement de 4 millions de dollars approuvé par le Conseil des ministres. D'autres projets incluent la réhabilitation de la route nationale numéro 6 entre Amoudjmam et Ansranan, la réfection des ponts de Mahavav et d'Ifas, ainsi que le lancement d'un vaste programme de bornage des terrains d'Omagno et l'installation d'un bureau foncier à Ansranan. Ce dernier permettra de distribuer jusqu'à 200 000 titres fonciers dans la région de Diana. La région de Sava, région sœur de Diana, n'a pas été oubliée. En tant que principale région productrice de vanille, la protection des agriculteurs y sera renforcée, a déclaré le président. Une brigade spéciale de la gendarmerie nationale sera déployée à cet effet. Par ailleurs, des soutiens spécifiques seront accordés aux producteurs, développement de la riziculture, création d'une usine de production d'engrais à Ndap, mise en place d'espaces de stockage de récoltes, distribution de semences, facilitation de l'accès aux engrais et équipements des agriculteurs. Et enfin, le président Anjradzuel a souligné que de nombreux projets ont déjà été réalisés et que ce type de visite dans les districts permettent non seulement d'inaugurer les infrastructures, mais aussi pour les responsables de constater directement la situation sur le terrain. Passons aux actualités économiques. Établir de meilleures relations commerciales et économiques entre les pays africains. Madagascar, un pont vers l'Afrique, tel est le thème de la 19e édition de la FIM ou Foire internationale de Madagascar qui se tient au CCI IVAT pendant 4 jours du 22 au 25 mai. L'objectif est non seulement l'ouverture vers le marché africain mais aussi la valorisation des produits et des entreprises malagasy ainsi que des investisseurs étrangers implantés à Madagascar. La FIM accueille des centaines d'entreprises venues exposer leurs produits. Reportage sur les images d'Azaran Jensen. La collaboration entre le secteur public et le secteur privé est bien possible, main dans la main, pour le développement de l'économie nationale. La FIM en est la preuve vivante. Cette foire internationale ne cesse d'évoluer et offre de plus en plus d'opportunités aux entreprises locales pour exposer leurs produits. C'est la raison pour laquelle cette 19e édition a eu lieu au CCI IVAT en 2025. Ce qui distingue également cette édition, c'est l'ouverture vers les marchés régionaux de l'océan Indien et de l'Afrique. La FIM peut être considérée comme un levier majeur de la coopération entre l'État et le secteur privé, car cette grande foire constitue un espace de travail commun pour l'amélioration continue du climat des affaires à Madagascar. Elle s'inscrit pleinement dans les objectifs du gouvernement qui entend promouvoir l'entrepreneuriat. Cette année, la FIM met particulièrement l'accent sur les relations avec l'Afrique, en cohérence avec la présidence malgache de la SADC au mois d'août prochain. Cette 19e édition de la FIM 2025, organisée au CCI IVAT, réunit 450 participants durant les 4 jours de l'événement, qui débute aujourd'hui et se terminera le 25 mai prochain. L'entrée est gratuite.
Et justement, la Foire internationale de Madagascar au FIM regroupe tous les secteurs d'activité pendant 4 jours. Parmi les exposants qui présentent leurs produits et leur savoir-faire figure le groupe Injet, un acteur majeur dans le secteur de la publicité à Madagascar. À ses côtés figure également l'entreprise Aéropub spécialisée dans les affichages publicitaires au niveau des aéroports internationaux, notamment à Antananarivo et à Fassen-Nouzbé. La FIM rassemble aussi des secteurs comme la santé, les banques, des cabinets de conseil accompagnant les entreprises vers l'international, le bâtiment, l'agriculture, l'élevage ainsi que les ministères et leurs organismes rattachés. Reportage toujours sur les images de Darren Jensen. L'activité principale d'Injet repose sur la publicité via panneaux publicitaires et grandes enseignes. L'entreprise s'étend toujours dans de nouvelles zones et pour cette FIM 2025, l'Injet veut présenter 3 nouvelles axes d'affichage répartis dans la capitale et à Thomassen. Il s'agit de l'axe Ivato-Tarasoch et au niveau du lac Arrive, où diverses enseignes grand format seront mises en place pour permettre aux annonceurs d'avoir plus de visibilité. Il y a aussi l'axe à la sortie de l'aéroport au niveau de la sortie présidentielle, un axe très stratégique et très visible pour tous ceux qui veulent avoir plus de vues, selon la directrice commerciale de l'Injet. Il y a aussi les emplacements publicitaires mis en place par l'Injet au niveau de Miami-Thomassen, disponible pour tous les annonceurs désireux d'y exposer leurs produits. Durant ce mois de mai, l'Injet propose des offres spéciales sur ces 3 emplacements aux entreprises souhaitant promouvoir leurs produits ou leurs services. Mis à part cela, les abribus seront également mis à la disposition des clients, selon les explications, avec des affichages toujours au grand format qui font la spécificité de l'Injet. Par ailleurs, Injet continue d'assurer ses prestations habituelles et son accompagnement client pour tout type de support et panneaux publicitaires, comme elle l'a toujours fait. Aéropub, une entreprise du groupe Injet, est également spécialisée dans la publicité au sein des aéroports d'Antananarivo et de Fassen-Nouzbé. Selon le directeur d'exploitation de la société, leurs panneaux sont alimentés par énergie solaire, notamment les enseignes lumineux recto verso, et fonctionnent non-stop. Tout type de supports publicitaires sont également exploités par l'Aéropub au niveau de ces aéroports et même ceux numériques. En plus de ces grandes entreprises spécialisées en publicité, la FIM accueille également le secteur de la santé, représenté notamment par Assistance Plus et First Assistance, qui se distinguent dans le domaine de l'évacuation sanitaire. Ces entreprises tiennent à rappeler que leurs services sont ouverts à tous et pas uniquement aux étrangers. Dans ce souci d'ouverture à tous les secteurs, plusieurs banques participent également à la FIM, dont Sipem Bank, qui forment les PME à la gestion financière. La FIM se distingue aussi par la participation d'acteurs à vocation internationale, comme le cabinet ECR, qui accompagne les entreprises malgaches à s'ouvrir aux marchés internationaux, leur offre des conseils en gestion et produit également des semences en lien avec la politique nationale d'autosuffisance alimentaire. Les organismes publics participent eux aussi à la FIM pour présenter leurs activités et projets en partenariat avec le secteur privé. C'est notamment le cas du ministère de l'Industrialisation et du Commerce qui met à l'honneur les produits ODOF ou One District One Factory lors de cette édition FIM 2025. Dans les actualités sociales, tous les grands axes routiers sont actuellement en chantier, selon le ministre des Travaux publics, Rafitsan Richard Théodore. Ce dernier s'est rendu hier sur la route nationale numéro 7 pour constater l'avancement des travaux. Il a affirmé que le gouvernement ne reste pas indifférent aux difficultés rencontrées par les usagers, mais propose et met en œuvre des solutions concrètes, d'où les réhabilitations actuellement en cours. Les détails sur ce reportage de Radhraman Zotouf. Parmi les grands axes routiers concernés figure la route nationale numéro 7. De vastes travaux de rénovation sont actuellement en cours sur cet axe entre Antananarivo et Antsirabe. 3 entreprises collaborent sur ce chantier, financé par 2 sources, une partie par la Banque mondiale via le projet PDDR. Sur le tronçon Antananarivo-Batlampi, les opérations de nettoyage et d'installation de la couche de base se poursuivent. L'objectif est de poser du bitume sur 14 km avant la fin du mois de juin, y compris dans la traversée de la ville d'Batlampi. Même dynamique entre Apitatavki et Antsirabe, où les travaux visent à bitumer 10 km de route, y compris l'entrée et la traversée de la ville d'Antsirabe. En plus du financement de la Banque mondiale, l'État malgache contribue également à la réhabilitation de cet axe routier via le fonds routier. Cette aide concerne notamment les portions jusqu'à Antsirabe. Un calendrier précis a été défini pour les entreprises responsables des travaux. Ceux de la RN7 se poursuivent vers le sud, conformément aux directives du président de la République. Cette semaine a marqué le lancement des appels d'offres pour les travaux de réhabilitation entre Sakara et Touliar. Le ministre des Travaux publics s'est rendu hier sur le chantier de la RN7, accompagné des lieux de responsables administratifs de la région Vaknakarach, pour suivre de près le chantier.
Par ailleurs, en dehors de la RN7, d'autres grandes routes nationales sont elles aussi en cours de réhabilitation, comme l'a souligné le ministre des Travaux publics. Toujours dans cette page sociale, la société CEMAD, un organisme rattaché au secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat, a procédé aujourd'hui à la démolition de toutes les constructions illicites érigées sur ces terrains situés dans le quartier de Manazar à Ilaf. Des avertissements avaient été donnés dès 2023 stipulant qu'aucune nouvelle construction ne devrait être entreprise sur les terrains de la CEMAD en raison de projets de logements sociaux initiés par l'État. Les anciennes constructions conformes à la législation pouvaient être maintenues, mais certaines personnes ont continué à construire malgré tout, obligeant ainsi l'entreprise à passer à la démolition. Reportage sur les images de Tara Jens. Au sein de la politique actuelle de l'État figure la promotion des logements sociaux et la CEMAD est l'un des organismes chargés de sa mise en œuvre. Depuis 2023, des discussions ont été engagées entre le secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat et les occupants des terrains de la CEMAD, notamment ceux situés aux 67 hectares, sur la nécessité de payer les redevances pour leur construction. À partir de cette date, il a également été interdit de diriger de nouvelles constructions, les terrains étant destinés au projet présidentiel de logement. Néanmoins, plusieurs contrevenants ont poursuivi leur construction illicite sur le terrain de la CEMAD, ce qui a conduit aujourd'hui à la démolition de leurs maisons. C'est notamment le cas dans le quartier de Manazar Ilaf. Les terrains de cette société dans tout le pays sont touchés par ce phénomène de construction illicite. Le directeur général de la CEMAD a rappelé aujourd'hui qu'aucune construction non autorisée ne devrait être entreprise sous peine d'être démolie conformément à la loi. De plus, la plupart des squatteurs connaissent la situation foncière de ces terrains de la CEMAD et espèrent qu'ils seront régularisés comme ceux des autres occupants. Mais depuis 2023, une note portant interdiction de toute nouvelle construction sur les terrains de la CEMAD a été publiée. L'État avance progressivement dans l'extension de ses projets de logements mours et de logements sociaux à travers le secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat, ainsi que ses organismes rattachés comme la CEMAD et l'Analogue. Plusieurs logements ont déjà été construits en tenant compte des besoins de la population et de leur pouvoir d'achat. Passons dans la page éducation. Les enseignants des écoles maternelles relevant de la Cisco Ambujachim partagent leur expérience dans le but d'améliorer la qualité de l'enseignement. L'objectif, selon le chef de la Cisco locale, est de former des citoyens responsables, car ceux qui ont fréquenté la maternelle réussissent souvent mieux que ceux qui entrent directement au niveau primaire. Une organisation non gouvernementale collabore avec la Cisco pour améliorer la qualité de l'enseignement. Reportage signé Rosita Rakout Malal et Yves Janel. L'enseignement préscolaire doit être renforcé et ne pas être négligé. À la Cisco Ambujachim, on compte 234 écoles primaires publiques, dont un grand nombre disposent d'un niveau préscolaire. La Cisco travaille en partenariat avec une ONG pour améliorer la qualité de l'enseignement et construire des infrastructures destinées à la maternelle. 10 écoles primaires ont été sélectionnées pour ce partenariat selon des critères incluant l'engagement des enseignants, des responsables éducatifs et des parents, explique Njanar Bakwavch, chef de projet. Le chef Cisco d'Ambujachim, Patrick Raoutejabé, affirme que la qualité de l'enseignement s'est améliorée depuis l'intervention de cette ONG. Toutefois, les efforts se poursuivent, ce qui a motivé l'organisation de ce forum réunissant les enseignants de maternelle relevant de la Cisco d'Ambujachim. En plus de l'échange d'expériences, plusieurs projets pédagogiques ont été présentés et mis en compétition. Ces projets, conçus par les enseignants, visent à transmettre des connaissances aux jeunes élèves tout en favorisant leur développement physique et émotionnel. 2 projets seront sélectionnés pour être améliorés et utilisés dans les classes maternelles. À part le Cisco d'Ambujachim, 10 EPP issus du Cisco d'Intirabé bénéficient également du soutien de cette ONG. Poursuivons toujours dans cette page sociale. Les résultats sont satisfaisants et l'objectif principal a été atteint, alléger les difficultés des ménages vulnérables à Madagascar dans le cadre de la première phase du projet gouvernemental Aratnen ou filet de sécurité. Selon le bilan présenté aujourd'hui, plus de 1,26 million de familles vulnérables ont bénéficié de ce projet qui a contribué à améliorer leur niveau de vie grâce à un accompagnement et un soutien concret selon les explications dans ce reportage de Aniena Martina et Braz Denilson. Le projet Aratnen de l'État malgache s'inscrit dans la stratégie de réduction de la pauvreté. Il est mis en œuvre par le ministère de la Population et de la Solidarité et financé par la Banque mondiale.
Depuis son lancement en 2016 jusqu'à aujourd'hui, plus de 1,26 million de familles en ont bénéficié. Le projet est axé sur la protection sociale et la préservation de l'environnement. Selon les résultats présentés aujourd'hui à l'hôtel Carlton Anous, Aratnen a transformé la vie de nombreuses personnes. Environ 80% des bénéficiaires ont pu créer une petite entreprise génératrice de revenus au sein de leur foyer. Parallèlement, le projet a permis de reboiser une superficie de 3 575 hectares, contribuant ainsi à la protection de l'environnement. Actuellement, le projet entre dans sa deuxième phase avec le même objectif, réduire le taux de pauvreté en apportant un soutien ciblé aux familles vulnérables, toujours selon les explications. La protection sociale et la dignité humaine restent des priorités pour l'actuel gouvernement. Aujourd'hui également, s'est tenu un échange d'expériences entre les Comores, la République du Congo et Madagascar autour des résultats obtenus dans le domaine de la protection sociale. Une exposition a aussi présenté les produits réalisés par les familles bénéficiaires du projet Aratnen. Dans les actualités internationales, un homme a abattu 2 employés de l'ambassade d'Israël aux États-Unis à l'extérieur du musée juif de Washington hier soir, scandant des slogans pro-palestiniens lors de son arrestation, une attaque que Donald Trump a dénoncée comme antisémite. France 24. Selon les autorités, un homme et une femme ont été tués par balle à l'extérieur du musée juif de Washington alors que s'y déroulait un événement organisé par le comité juif américain. La porte-parole de l'ambassade israélienne aux États-Unis a confirmé qu'il s'agissait de 2 employés de l'ambassade, un jeune couple qui avait l'intention de se marier. Alors le suspect a été arrêté. Selon la police de Washington, il s'agit d'un homme de 30 ans originaire de Chicago. Il aurait notamment scandé Free Palestine, libérer la Palestine au moment de son arrestation. Le président Donald Trump a rapidement réagi sur son réseau social Truth Social. Il a notamment dénoncé un acte clairement antisémite. Il a déclaré que la haine n'avait pas sa place aux États-Unis et a adressé ses condoléances aux familles des victimes. L'ambassadeur israélien aux Nations Unies a lui dénoncé un acte de terrorisme antisémite odieux et le sénateur démocrate Chuck Schumer a lui également dénoncé un acte horrible qui semble antisémite. Israël est prêt à accepter un cessez-le-feu temporaire permettant de libérer des otages, a déclaré hier soir le Premier ministre Benjamin Netanyahou, tout en affirmant que l'armée contrôlerait toute la bande de Gaza à l'issue de l'offensive en cours dans le territoire palestinien. France 24. Face aux images de bombardements incessants sur la bande de Gaza, 2 chars israéliens à l'intérieur de l'enclave ou encore de jeunes Gazaouis, casseroles à la main, espérant obtenir de la nourriture, des Israéliens de plus en plus préoccupés. Les critiques fusent envers Benjamin Netanyahou et son plan pour prendre le contrôle de la bande de Gaza. Outre les manifestations régulières et parfois tendues, comme ici dimanche, la classe politique hausse le ton avec des mots parfois très forts, comme ceux prononcés par l'ancien Premier ministre Ehud Olmert. Ce que nous faisons à Gaza est très proche d'un crime de guerre. Je le dis et je le répète, ce que nous faisons à Gaza est une guerre sans but. Une charge qui intervient au lendemain des propos prononcés par Yair Golan, l'ex-commandant adjoint de l'armée israélienne, aujourd'hui à la tête d'un petit parti de gauche, a haussé le ton d'une manière rarement entendue en Israël depuis le 7 octobre. Israël va devenir un État paria, comme l'a été l'Afrique du Sud, si nous ne revenons pas au comportement d'un État sain. Un État sain ne combat pas les civils, ne tue pas des bébés comme un hobby. Des propos très mal accueillis en Israël, aussi bien par Benjamin Netanyahou et son gouvernement que par le leader de l'opposition, Yair Lapid. Mais ces critiques témoignent du malaise de plus en plus fort en Israël. Au sein des manifestations, le discours n'est plus le même. Nous avons brandi des pancartes d'enfants tués par les bombardements à Gaza et vous pouvez constater un énorme changement au sein des personnes qui viennent aux manifestations et qui brandissent ces pancartes. Vous pouvez constater un énorme changement au sein de la société israélienne qui veut mettre fin à cette guerre. Selon un sondage, 70% de la population souhaiterait un cessez-le-feu avec un accord sur les otages. Et des centaines de taxis manifestaient aujourd'hui pour le 4e jour consécutif contre les nouvelles conditions du transport sanitaire et la concurrence des VTC, a-t-on appris auprès de leurs représentants en France. France 24.
C'est une colère qui dure. Aux abords de l'aéroport Charles de Gaulle ce matin, une centaine de taxis bloquent les accès pour leur 4e jour de manifestation contre la mesure de l'assurance maladie concernant le transport de malades. Dès octobre, les taxis devront regrouper les patients et se géolocaliser pour éviter les fraudes. C'est la mort du médical, on peut plus. On comprend que ça coûte cher, mais nous on n'y est pour rien. On a une voiture, on a investi, on nous donne des obligations, il y a un règlement à faire, on le fait. Alors bien sûr il y a de la magouille, il y en aura toujours. Mais depuis lundi, les revendications des chauffeurs de taxi évoluent. Ils ciblent aussi la concurrence, selon eux déloyale, des chauffeurs de VTC. Ils viennent à Roissy, ils cherchent devant nous. C'est normal, vous trouvez ça normal? Et en plus, ils font des prix beaucoup plus chers que nous. Ils arrivent, ils prennent des touristes à 120 €, à 130 €. Et nous, on a des forfaits, on fait 1h30 de trajet. Donc, à un moment donné, on accepte certaines choses, mais on ne peut pas tout accepter. Contrainte de terminer à pied, mais avec le sourire. Je suis bloquée, je dois pointer. Une demi-heure de marche pour pouvoir prendre son service à Roissy. Trafic très perturbé également sur l'A10, après le péage de Saint-Arnoux, au sud de Paris. Tout près du ministère des Transports, les chauffeurs se motivent pour continuer leur lutte. Mais tout ce qu'on a fait, ça sert à quelque chose. Même celui qui n'a pas travaillé, qui n'a pas servi et qui est resté à la maison, ça a servi à quelque chose. Les taxis parisiens devraient être bientôt rejoints par ceux de Marseille et d'autres régions. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Restez avec nous dans la suite des programmes. Vous allez suivre l'émission Just Time. Sur ce, très bonne soirée sur Viva. Au revoir.